20 février 2024, André Fauteux de la Maison du 21e siècle. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'avoir Martin Roy, un ingénieur vraiment émérite au Québec, avec nous. En fait, à travers le Canada, je pense que euh, Martin est vraiment, vraiment une personne de référence, si on peut le présenter en même temps. Bonjour Martin, juste te saluer d'abord en forme. Oui, ça va bien, toi. Oui, ça va super bien. Écoute, on a plein de sujets à discuter de ton projet de développement. Ça sera pour une autre discussion. Tu as plusieurs terrains à Saint-Adèle, tu me disais tantôt. Mais là, je vais parler de Thermopompe avec toi. Et pourquoi je fais appel à toi? Bon, je parle à plusieurs personnes en ce moment, mais les gens doivent comprendre que tu es vraiment une sommité en certification LEED des grands bâtiments, mais que le petit résidentiel ou les condos, c'est un sujet qui t'intéresse également. Ouais, ben, je pense que la construction dans le monde vise en premier à loger des gens. Donc, je pense qu'il faut adresser définitivement l'impact écologique des bâtiments résidentiels. Puis dans ma pratique, ça a tout le temps été mon moteur, ça a été l'impact de la construction sur l'environnement en général. Puis mon domaine spécifique, qui est la mécanique et l'électricité du bâtiment, ben, en a beaucoup, beaucoup d'impact. C'est ça, tu es un ingénieur en mécanique avant tout, mais l'enveloppe du bâtiment n'a pas trop de secrets pour toi non plus. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine, je parlais aux chercheurs de la SCHL, l'Institut naturel Canada, mais tu as sûrement bien connu l'architecte Christian Ouellet. Oui, ah oui, oui. J'ai Euh, fait des conférences avec Christian même, sur le même stage à un moment donné, là. euh, moi, me- on a fait tellement de choses ensemble. Je me suis même chicané avec lui une couple de fois. Alors, j'imagine. C'est quelqu'un qui était assez, qui avait ses idées. Qui avait un caractère fort, puis on l'aimait comme ça. Moi, donc, une des premières choses qui m'a apprise, puis ce qui est merveilleux, c'est que Christian est un des premiers à m'avoir parlé de qualité de l'air aussi et de santé dans les bâtiments, mais quand on parlait de design solaire passif, d'architecture bioclimatique, dans mes premiers articles, je disais, ben, on n'a pas besoin de climatisation au Québec dans nos maisons quand elles sont bien conçues, bien construites. On n'en a pas besoin. Puis là, j'ai des petits doutes par contre, parce que là, il y a tellement évidemment, l'impact des changements climatiques, et quand on parle des lots de chaleur. Est-ce qu'on peut encore se passer de climatisation dans une maison unifamiliale? Ben, je pense que j'ai pas d'études spécifiques là-dessus, mais mon feeling, c'est que plus de 50% des maisons familiales, puis je dirais plus de 70% des logements ne sont pas climatisés. Fait que je pense que oui, c'est juste une question. Tu sais, le confort, c'est quelque chose d'assez ben, c'est subjectif. On essaie de l'objectiver. Il y a plusieurs études, puis on essaie de regarder entre telle température, tel niveau d'humidité. Mais le confort, c'est plus que ça. Le confort, c'est comment on se sent bien dans un environnement. Puis il y a des gens qui n'auront pas de misère à vivre en journée de canicule, dans un bâtiment non climatisé, avec seulement une bonne ventilation, puis bien s'hydrater. De toute façon, c'est physiologique, l'humain. L'humain est capable il a été fait il a pas été fait pour être dans l'air climatisé nécessairement. Mais ça, après, c'est une question de confort. Puis là, avec l'avènement des technologies de climatisation, ça devient de plus en plus accessible. Ça fait que les gens, bon, cherchent de plus en plus un certain confort. Ça fait que là, mais je pense, c'est évident si on fait un logement aujourd'hui dans une ville comme densément peuplée comme Montréal, avec beaucoup d'îlots de chaleur, puis moins de possibilités d'avoir une brise, une bonne ventilation, ben, on va avoir chaud. Quand il fait 35 dehors, il va faire 30 en dedans. Mais est-ce qu'on est capable d'accepter ça pendant quelques jours, quelques semaines? C'est ça qui va décider si on climatise ou pas. Et puis, il y a énormément de logements à Montréal qui ne sont pas climatisés. Et le confort est individuel, évidemment. Les personnes malades, les personnes âgées vont peut-être moins tolérer les grosses chaleurs, l'humidité très élevée.
Moi, j'y arrive avec l'angle d'économie d'énergie. Si on veut climatiser, ben, une thermopompe, évidemment, tu vas avoir la climatisation presque gratuite. Avant de parler des thermopompes comme telles, l'autre euh, résistance chez beaucoup de gens, c'est ah, les thermopompes, les climatiseurs, ça rend malade. On a souvent parlé de ça au niveau de l'angle des ions négatifs qui seraient bouffés par les conduits, quand on parle de ventilation, c'est des conduits. Quand on parle d'eau, c'est des conduites. J'ai parlé récemment, si je partage encore, dans un gros dossier que j'ai publié récemment, j'ai résumé beaucoup de choses que j'ai apprises depuis 30 ans, là, en passant par un beau biologiste, un biologiste qui est à l'emploi du ministère de l'Environnement du Luxembourg et qui s'appelle Ralph Baden. Et j'ai résumé le livre de Paula Baker-Laporte et aussi le livre de Ralph Baden. Et lui, il parle justement d'ionisation et il dit que c'est les conduits de plastique. Je ne sais pas si tu savais qu'ils vont vraiment éroder, détruire davantage les ions négatifs qui aident à l'absorption de l'oxygène dans le corps. C'est très peu connu. Je ne sais pas si c'est un domaine auquel tu as touché, l'ionisation de l'air. Non, non, pas du tout. J'ai pas trop de connaissances là-dedans, ni je n'ai pas vraiment lu là-dessus. Ok, ben, j'invite les gens à aller lire cet article-là qui est réservé pour nos abonnés sur notre site maisonscène.ca. L'idée, c'est que c'est vraiment, on dit que les conduits de métal, mais ça a l'air, selon lui, que c'est plus les conduits de plastique qui vont réduire la quantité donc, de molécules d'air chargées négativement. Et c'est les plus petits ions qui sont bénéfiques. Mais ce que j'ai compris, en fait, c'est pas ça qui va rendre les gens malades, c'est plus les bactéries et les moisissures qui peuvent contaminer hein, les systèmes de ventilation, de climatisation, les thermopompes. Parle-moi un peu de l'entretien qu'on devrait faire au mois ou à toutes les saisons de ces systèmes-là, nettoyer les Ben, filtres, tout ça. c'est ça, souvent les systèmes de climatisation qui sont utilisés pour la ventilation assez souvent, ont tous, ce qu'ils font, c'est qu'ils transportent de l'air. Ça fait que quand tu transportes de l'air, ton air est jamais sans, c'est pas juste de l'air, il y a des particules dedans. Donc, il y a des filtres qui sont là pour éviter que ces particules-là, la raison première, c'est pour éviter que ces particules-là viennent se coller sur le serpentin, ce qui va venir refroidir l'air. Quand on refroidit ou quand on chauffe, on vient de chauffer l'air. Donc, le but, c'est d'éviter que ce serpentin-là s'encrasse, parce que s'il s'encrasse, ben, il va devenir moins efficace. C'est là qu'il y a Euh, des bactéries, des moisissures qui peuvent se mettre à proliférer sur le serpent. ben, c'est surtout qu'il va y avoir des particules qui vont venir. C'est une particule, ça risque d'être isolant, donc il y aura moins de conduction entre l'élément ou la surface des alettes et l'air qui circule. Donc, le but, c'est d'essayer d'avoir la meilleure efficacité de transfert de chaleur. Ça, c'est la raison première pour que les filtres ont été installés. Mais leur deuxième rôle, c'est justement de nettoyer un peu l'air. Quoique nettoyer l'air, c'est tout un sujet qui nécessiterait peut-être plus qu'une entrevue dont on a avec des spécialistes, des gens qui font des recherches juste là-dessus. Parce que, tu sais, dans notre ère actuelle, puis surtout suite à la pandémie qu'on a eue les 2 ans, euh, on, on commence à avoir peur de l'air et pourtant, l'être humain a besoin de respirer de l'air. Puis, tu sais, il y a 500 000 ans, quand notre espèce est arrivée, ben, ça n'existait pas, les filtres, là. On respirait l'air qu'il y avait dehors. Puis des particules, il y en a tout le temps eu dans l'air. Que ce soit à cause que ce soit le sable, puis il y a de la poussière dans le sable. Toute la dégradation organique qui se fait, je veux dire,
ça fait des particules, puis ça se promène dans l'air, puis on le respecte. Fait qu'on a, on a déjà nous-mêmes de très bons filtres, qui sont nos poumons. Notre nez en premier, nos muqueuses, puis nos poumons. Mais c'est tellement pas mon domaine, je ne suis pas un médecin, puis je ne sais pas, ben, je- ce que je m'aperçois, c'est que de plus en plus, on, on ne veut pas ventiler naturellement les bâtiments, on veut les ventiler mécaniquement pour s'assurer qu'on va nettoyer chaque particule d'air qui circule. Puis, je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure chose parce que d'avoir de la ventilation naturelle dans le bâtiment a des bénéfices qui ne sont pas que d'avoir de l'air qui rentre dans le bâtiment, mais c'est aussi d'avoir l'impression qu'on est dehors. Ça, une chose que je suis convaincu, que j'ai fait beaucoup. J'ai rentré ça beaucoup dans ma pratique, là, la recherche sur la biophilie, puis l'impact de la nature sur l'humain. La Puis biophilie, ça, là, c'est la quoi biophilie, pour la définir? ben, la biophilie, c'est vraiment l'amour de la nature. C'est vraiment ça. Puis il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, voir quel est l'impact cognitif qu'a la nature sur les êtres humains. Parce on est, il y a 500 000 ans, puis il y a 200 ans, on vivait beaucoup plus dans la nature que maintenant. Puis on s'aperçoit que on est bien quand on a un contact avec la nature, qu'il soit visuel, qu'il soit olfactif, qu'il soit au niveau du toucher. Ça nous fait du bien. Ça fait qu'en fait, puis ça, on l'a remarqué en faisant des bâtiments avec pas beaucoup de fenêtres, parce que dans les années 80, il y avait la question de la crise de l'énergie. On a voulu faire des bâtiments avec moins de fenêtres. Mais là, on s'est aperçu que les gens étaient malheureux parce qu'il y avait. Puis ils étaient malades, mais pas nécessairement malades avec des pathologies qui viennent de ce qu'il y a dans le bâtiment, mais plus parce qu'il n'y avait pas de contact avec la nature. Fait que d'avoir des plantes, de pouvoir voir des plantes, de pouvoir voir le soleil, voir le jour, tout le cycle circadien, là, ce que ça nous fait en tant qu'être humain. Fait que c'est pour ça que quand on parle de filtrer l'air, je mets un petit bémol dans le sens où euh, les filtres sont là pour protéger les équipements pour que les équipements soient efficaces. Ouais. Nous, pour bien respirer, on a besoin de l'air suffisamment propre pour qu'on ne soit pas tout le temps en train de tousser les cochonneries qu'on respire. Puis ça, c'est à peu près l'air qu'on trouve dehors en général. Mais c'est sûr que de plus en plus, en asphaltant, en détruisant la nature autour de nous, puis en la remplaçant par quelque chose d'artificiel, ben, on vient enlever un petit peu une genre comment je pourrais dire, d'écosystème de filtration d'air naturel. Puis là, ben, on essaie de trouver des moyens de régler ça, mais c'est pas tout le temps le filtrant. Il y a des questions d'humidité, il y a des questions de certaines particules qu'on ne retrouve plus, on devrait peut-être retrouver pour se sentir mieux. Fait que c'est tout un domaine dont je pense pas avoir le temps ni les compétences pour approfondir vraiment à fond dans une discussion. On reviendra là-dessus, la ventilation et la filtration, mais juste pour, pour dire mon petit grain de sel là-dessus, je pense qu'effectivement, c'est intéressant que tu me dises, beaucoup de gens vantent les bienfaits d'avoir une ventilation hybride. Si tu as des gens qui ont des problèmes de santé, ben, c'est peut-être bon de pouvoir avoir une filtration centrale ou locale pour les asthmatiques, par exemple, avec des filtres EPA. Puis, mais il n'y a rien comme ouvrir une fenêtre, ne serait-ce que 3 fois 5 minutes par jour, même en hiver, là, bon, pour avoir de l'air frais. S'il n'y a pas de fumée, évidemment, quand tu ouvres la fenêtre, là, mais c'est ça. C'est la question aussi d'efficacité énergétique qui fait bon, que dans notre climat, même s'il se réchauffe, quand il fait -15 pendant 2 semaines, c'est dur d'ouvrir les fenêtres Ah constamment. oui, ah oui. Le VRC, tout ce qui est venu du programme Air 2000, les nouveaux climats, je dis toujours aux gens, quand c'est bien conçu, bien installé, bien entretenu, le ventilateur récupérateur de chaleur, il ne va pas te rendre malade si c'est bien fait. Là. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est pour ça que mon avis sur la ventilation, selon moi, tous les bâtiments devraient avoir une ventilation hybride. On n'a pas le choix l'hiver d'utiliser puis je dirais plus un VRE qu'un VRC, euh, d'avoir des bons débits, de s'assurer qu'on a suffisamment d'air, mais surtout qu'on la distribue à la bonne place. Euh, mettre, euh, mettre une entrée d'air dans une chambre juste à côté de la porte d'entrée, ça ne donnera rien pour le lit qui est placé dans le fond de la chambre.
C'est pour ça que Fait que, mon climat exige où est-ce qu'on place les bouches d'air frais. ouais, c'est ça. Puis, je dirais ça, bon, c'est installé par des gens qui devraient avoir les compétences de calculer le type de diffuseur pour s'assurer que le diffuseur va faire un bon mélange d'air. Mais aussi d'avoir des fenêtres qu'on peut s'ouvrir et surtout des ouvrir. C'est surtout ça. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont installé la thermopompe, ils la mettent en automatique puis ils gardent les fenêtres fermées tout le temps. Quand ils pourraient juste mettre la thermopompe en marche quand ils ont besoin de chauffer, puis la mettre en marche quand dehors, c'est trop chaud pour se refroidir avec l'air de dehors. Là, au niveau confort, au niveau bien-être, puis au niveau consommation d'énergie, on est vraiment dans l'optimum. Mhm. Bon, on va arriver dans une seconde au choix des thermopompes et tout ça. Je voulais juste te montrer deux autres diapos. Au niveau de la santé, il y a des appareils qui génèrent des ions négatifs et positifs, puis l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, en parle. Et il y a eu quand même des études intéressantes, entre autres sur le plasma cluster de Sharp et d'autres technologies. En Europe, c'est plus connu, là. Mais c'est comme peut-être une des dernières choses qu'on va faire, là. Générer des ions négatifs ou positifs, ça peut aider, mais ce n'est pas la base d'un air sain, je dirais. Par contre, tantôt, quand je te parlais des bactéries puis des moisissures dans les systèmes de ventilation, beaucoup de gens se plaignent qu'il va y avoir des odeurs qui sont désagréables, où il y a des gens vraiment carrément allergiques au système de ventilation, de climatisation. Et moi, quand j'ai fait installer deux thermopompes mini-split, là, sans conduit, d'abord à l'étage de mon bureau pour chauffer et climatiser un petit peu. Et puis, plus récemment, sous-sol et rez-de-chaussée, donc par deux entrepreneurs. Et le premier, c'était Denis Boucher de Géoconsultaire. Puis lui m'avait dit, il faut que tu nettoies tes fils tous les mois idéalement, et même les vaporiser. Puis il m'a recommandé un produit de la compagnie Épuraire, qui est sur la rive sud et qui est dirigé par Simon Labrec, un, un expert qui a travaillé, un inhalothérapeute qui travaillait avec les asthmatiques. Et puis, c'est intéressant, c'est un petit vaporisateur. C'est de l'eau avec des huiles essentielles. Je ne sais pas si tu connais le produit Microgerme. Donc, je le fais, je serais supposé le faire à tous les mois, mais je le fais au moins aux 2 mois, sur les ailettes carrément pour tuer ces fameuses bactéries qui pourraient s'accumuler là. Mais ça, le problème, c'est quand il y a trop de poussière dans les filtres, hein, qui fait que, combiné à l'humidité, que ça peut vraiment causer des problèmes de santé. Ce qu'on t'a parlé de ces nettoyants-là, ces biocides-là, en fait? Euh, je connais l'équivalent dans le domaine commercial. Donc, OK. euh, quand on fait puis la plupart des systèmes commerciaux vont nécessiter un entretien de leurs serpentins, puis vont les nettoyer avec ce genre de produit-là. C'est des choses qui se fait depuis assez longtemps, euh, mais pour les mêmes raisons dont j'ai donné tantôt, surtout des raisons d'efficacité de système. Une chose que je déplore un peu, notre industrie de la construction est en silo, puis je dirais la science aussi est pas mal en silo. Fait que la recherche sur l'impact de la ventilation, par exemple, des virus transmis par l'air sur les humains, elle est très bonne. Il y en a beaucoup. La recherche sur l'efficacité des systèmes de ventilation pour ventiler, elle est très bonne aussi. Mais les deux sont rarement liés. Par exemple, je fais référence à une chercheuse qui était médecin, puis elle a décidé de devenir architecte dans le but de créer des meilleurs environnements dans les hôpitaux. Puis, elle a fait des recherches dans un hôpital, dans plusieurs euh, chambres de patients, pour voir quelles étaient les infections nosocomiales qu'on pouvait répertorier
Et puis aussi, euh, elle essayait de lier à ça, parce que dans chaque chambre de patient, elle a lié plein de paramètres, dont la vitesse de l'air, l'humidité, la température, le taux de CO2, le taux de COV, tu sais, toutes sortes de mesures qu'on mesure. Puis elle a remarqué un lien direct entre les taux d'humidité et les virus, surtout les virus comme la COVID, là, les virus qui infectent par l'air, pour s'apercevoir que finalement, en maintenant un taux d'humidité entre 40, 35-40 et 60 d'humidité, on était dans le range, le meilleur range pour avoir le moins de virus possible. Tu sais, puis il y avait toute une explication scientifique qu'il avait donnée là-dessus. Je trouvais ça super intéressant. Mais Elle ce s'appelle, genre d'informations-là, il faudrait que je t'envoie le nom, là, je me souviens pas, là, mais c'est une chercheuse qui a fait beaucoup de conférences à la HRE. Euh, OK. ben, tout ça, ça, ça démontre qu'il n'y a, pas il y a pas un lien fort entre les recherches qui se font sur l'impact des maladies sur les humains et l'impact des systèmes de mécanique sur la maladie, tu sais, ou sur les virus. Fait que c'est pas lié, malheureusement. Fait que, est-ce qu'on devrait utiliser des biocides beaucoup sur les... Ah, puis regarde, j'ai quelqu'un au bureau. Yann, elle m'a apporté le nom de la médecin. Stephanie Taylor. Merci beaucoup. Ben, moi, je peux te dire que je suis en contact avec des architectes puis des médecins de l'environnement depuis 35 ans. Alors, c'est ça ma passion, parce que quand j'ai commencé en 90, on m'a parlé de beau biologie, la biologie du bâtiment. Donc, c'est souvent les architectes, des ingénieurs, des gens qui sont tombés malades, justement, dans les bâtiments. C'est à la fin des années 70 des professeurs d'architecture en Allemagne qui ont vu qu'il y avait plein de gens malades dans les bâtiments construits à la hâte après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, ils sont dans plusieurs pays, dont la France, le Luxembourg, les États-Unis. Je suis allé souvent aux États-Unis avec ces gens-là, euh, dans les colloques de beau biologie. Puis, il y a Ginette Dupuis, une architecte au Québec, et puis Diane Bastien, que tu connais peut-être aussi, qui est physicienne et docteur en génie du bâtiment, qui est beau biologiste. Moi, ce que la SHL m'a appris, c'est qu'il ne faut pas mettre de biocides. Dans nos maisons, c'est des pesticides. Donc, on ne veut pas faire la guerre aux bébites. On est mieux de contrôler les polluants chimiques, biologiques à la source, gérer l'humidité. Mais là, on va parler de choix de thermopompe, mais j'ai une dernière chose à partager avec toi. Dans un des scientifiques que j'ai connus, c'est Isaac Jamieson, qui, je crois, il est architecte, Isaac. Lui, il est docteur en sciences du bâtiment, mais je pense qu'il est justement architecte à la base. Puis ce qu'il a découvert dans cette étude-là et dans d'autres, ce qu'il disait, c'est qu'il y a trois facteurs qui augmentent le risque d'infection nosocomiale, donc acquise à l'hôpital. C'est l'humidité en bas de 30 combinée aux plastiques et autres matériaux qui font du statique, et les champs électriques. Donc, bien souvent, c'est malheureux, les gens sont malades, ils sont entourés de fils électriques, d'appareils électriques qui font des champs électriques qui affectent ce qu'ils appellent le gradient de voltage dans l'air. Je vais t'envoyer son étude. Et ces trois facteurs-là font que non seulement il y a plus d'infections, mais plus de décès dans nos hôpitaux. Puis ça, les ingénieurs comme toi connaissent pas ça, je suis convaincu, ces trois facteurs-là. Donc, l'humidité, vous le savez, mais les champs électriques, peu de gens sont au courant de ça. C'est vital pour la santé, la survie des patients. Donc, je t'enverrai cette étude-là. Bon, alors là, on a plein de... Je pense que tu serais d'accord que le fait qu'on peut réduire avec une thermopompe les coûts de chauffage d'un bâtiment performant ou non, là, de quoi, 25 à 30 quand c'est en moyenne un bon Même système. plus, des fois 50 si on va avec la géothermie, on peut même être en Oui, haut là, de 50 de réduction. oui, je parle juste d'une thermopompe ARR, 25-30 c'est réaliste quand c'est. Ah, comme je dirais, on peut même aller plus bas que ça si c'est bien dimensionné puis bien positionné. Oui, donc les meilleurs, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle le coefficient de performance, hein, donc
Quand est-ce qu'on peut aller dans le 40% d'économie? Euh, c'est quel... Encore là, faut l'analyser, mais on a des thermopompes qui ont des coefficients de performance de 2 à -15, -20 Celsius. Fait que les périodes où est-ce que, mais quand on est alentour de -10, notre coefficient de performance est alentour de 3. Puis quand on est alentour de 0, le coefficient de performance est pas loin de 4. Fait que ça nous donne, faut que tu divises l'énergie de chauffage par le COP, ça te donne à peu près le- ce que ça va te coûter. Donc, c'est sûr, un COP de 4, on n'aurait pas ça à l'année, mais on peut avoir des COP moyens de 2, même 3. Donc, ce qui voudrait dire une économie de 50%, même jusqu'à 60%. Bon, alors ça, c'est l'appareil que je viens de faire installer qui a un COP de 3,47. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en laboratoire à quelle température, ça? D'habitude, il est écrit, là, il est écrit quelque part c'est à quelle température le COP a été pris. Souvent, c'est selon une certaine norme, puis la norme, elle est. Mais là, tu vois, dans ce tableau-là, tu as les COP, je pense, non? Parce que souvent, les thermopompes ont des tableaux de COP selon les températures extérieures et intérieures. Sinon, ils donnent la quantité d'énergie que le compresseur a besoin pour la chaleur produite aussi. Ça, tu peux trouver ici. Dis-moi si je me trompe, le dry bulb, c'est juste un thermomètre ordinaire. Oui, ben, c'est parce que quand on mesure la température extérieure, euh, surtout pour des équipements comme ça qui ont des, des- les thermopompes extérieures, le serpentin qui est à l'extérieur, l'impact de l'humidité n'est pas si grand que ça. L'impact serait plus grand si pour le refroidissement, mais pas pour le chauffage. C'est pour ça que là, il donne juste. Le dry bulb, c'est la température de l'air à un thermomètre. Puis le wet bulb, c'est la température que l'eau pourrait condenser au même moment. Comme par exemple, quand il fait euh, 16 dehors, on peut avoir un wet bulb à 16 quand tu es à 100% d'humidité, mais on peut avoir un wet bulb à 0 quand on est à quelque chose comme 20% d'humidité. Puis là, ben, plus la température est froide, moins il peut avoir de l'eau dans l'air, donc plus le wet bulb peut. Le wet bulb ne peut jamais dépasser le dry bulb. Puis en plus, ben, ça te donne une idée de la quantité d'eau qu'il y a dedans. Mais plus il fait froid, moins il y a d'eau dans l'air. OK. Mais si on revient à mon 3,47 de COP, c'est que il va être 3 fois et demi plus efficace qu'une plainte de 1000 watts, mais à quelle température qui est à Ben, ce niveau? c'est ça, c'est que la température, quand les. Je la veux à euh, 21 Celsius dans ma maison, là, disons. non, c'est pas la température intérieure. Oui, c'est tout. Il y a deux conditions pour donner le COP. Il fait Fait que moins 15 en degrés. laboratoire, ils vont mettre la thermopompe de côté, euh, ce qui va à l'extérieur dans une pièce à une température contrôlée, puis ce qui est à l'intérieur, une autre pièce, une température contrôlée. Puis là, ils vont utiliser des températures normées basées sur le- la norme ou le standard sur lequel ils vont faire la mesure. Puis là, il y a des mesures standards comme l'ARI, qui est American Refrigeration Institute, a un numéro de standard. Puis là, quand tu évalues le COP d'une thermopompe selon ce standard-là, ben, les températures sont normées. Fait que je ne peux pas te dire dans le tableau que tu m'as montré c'était à quelle température, mais ça devrait être écrit quelque part dans le document. OK, ben, ma compréhension, c'est que le test est peut-être, disons, hypothétiquement, 21 degrés dans la maison, puis moins 5 Celsius dehors. Je C'est serais, possible. je serais peut-être 3 fois plus performant qu'une plainte de 1000 watts qui a un Ouais, CP de 1. ouais. Là, l'idée, c'est qu'à moins 3,47, là, s'il fait moins 15 dehors, j'ai un bon ami qui s'appelle Maurice Charney, architecte et urbaniste, qui fait l'inspection en bâtiment depuis plus de 40 ans, de plus de 80 aujourd'hui. Lui m'a dit, ben, en général, là, ça dépend des machines, évidemment, mais souvent, il me disait, ben, autour de moins 15, c'est peut-être pas mauvais de l'éteindre pour pas passer la nuit à moins 15, moins 20, si tu veux prolonger la durée de vie de l'appareil, puisque là, ça ne produit pas beaucoup plus de chaleur
qu'une plainte, puis ça va travailler beaucoup plus fort. Qu'est-ce que tu en penses de cette recommandation-là? Ça dépend d'un appareil à l'autre, tu vas me dire, Oui, oui, parce qu'il y a il y a beaucoup variable. pas juste ça, c'est que les manufacturiers ont travaillé beaucoup sur les thermopompes, surtout les thermopompes en milieu froid. Il y en a Donc, pour climat froid maintenant, c'est ça. ouais, ça fait que la plupart des thermopompes qu'on trouve ici ont été faites pour des climats froids, là. Au point Je parle des, 47, moi, c'est vraiment pour climat froid. ouais, ça a des bonnes chances, oui. Puis, ils ont des systèmes de dégivrage. Donc, les thermopompes eux-mêmes vont à peu près savoir quand dégivrer. Le dégivrage, il est optimisé aussi. Ça veut Parce dire que, que quelques minutes, une dizaine de minutes par heure, ça ne chauffe pas, mais ça recircule pour ouais, faire de la glace sur le serpentin. Fait oui, que c'est ça. C'est que la chaleur qui sert à refroidir la maison, c'est-à-dire à réchauffer la maison, on s'en sert pour faire chauffer le serpentin extérieur pour le dégivrer. Fait que ça dure, oui, effectivement, peut-être 5-10 minutes à toutes les heures, dépendant des températures extérieures. Souvent, euh, de, de- il y a des thermopompes qui vont évaluer soit l'efficacité du serpentin extérieur, donc en mesurant l'impression débit de gaz. Puis là, ils vont voir, ah, je suis moins efficace, j'ai besoin de dégivrer. Il y en a d'autres c'est d'autres mesures, là, mesures de température, mais de plus en plus, c'est la première solution. mais si c'est À moins savoir, est-ce qu'on les fait fonctionner plus ouais. longtemps que -15? Euh, les manufacturiers ne disent pas qu'on doit les arrêter quand on est à -15. Ça, ils ne le disent pas. Donc, ce n'est pas une recommandation du manufacturier. Donc, c'est juste une question, est-ce que je l'utilise? La plupart de ces équipements-là, là, il faut voir l'équipement puis aller voir un peu plus loin dans leurs spécifications, peuvent fonctionner jusqu'à -25 avec un COP alentour de 2. Donc, si tu as un COP de 2, ça veut dire que ça te prend 2 fois moins d'énergie chauffer avec ta thermopompe que chauffer avec ta plainte électrique. Là, si tu tiens compte du dégivrage, le 2 devient peut-être 1,75, mais quand même, c'est plus efficace que la plainte électrique. Rarement, quand les gens s'installent une thermopompe, ils installent un thermostat qui connecte la plainte électrique, tu sais, qui dit, bon, ben, OK, je commence à chauffer avec la thermopompe, puis après, je chauffe avec la plainte électrique. C'est plus la position du thermostat qui va décider quel équipement va chauffer en premier. Ça fait que moi, ma recommandation dans le résidentiel, c'est laisser fonctionner votre thermopompe tout le temps. Euh, Puis mettez votre thermostat de plainte électrique 1 ou 2 degrés plus bas que le thermostat de la thermopompe. De cette façon-là, la thermopompe va toujours fonctionner. Puis là, s'il y a pas assez de chaleur, la plainte électrique va fonctionner. Les gens qui veulent vraiment sauver beaucoup d'énergie, ben, pourraient fermer leur plainte électrique et accepter qu'il fasse un peu plus froid dans la maison. Puis là, ben, quand ils trouvent qu'il fait trop froid, puis là, ils partent la plainte électrique. C'est la même chose que la climatisation. On peut vivre des températures de 16 degrés à l'intérieur, c'est juste inconfortable. Ben, il y en a qui vivent dans des maisons à 16 degrés, là. C'est peut-être plus courant en Europe qu'ici, mais c'est, il n'y a pas de danger pour le corps humain, hein, en autant que au moment où on était inconfortable, ben là, on s'arrange pour être confortable. Fait que je pense que c'est. Puis j'aime mieux voir le confort de l'humain comme une responsabilité de chaque personne plutôt qu'une responsabilité du manufacturier qui te vend tes machines ou de l'entrepreneur qui les a installées. Fait qu'il Ouais. faut bien comprendre à quoi sert le chauffage. Moi, je préfère chauffer ma maison avec mon poêle à bois parce que j'aime cette chaleur venant de mon poêle. Un poêle très efficace avec des filtres à particules, tout ça. C'est quelque chose qui n'endommage pas l'environnement, mais j'aime cette chaleur radiante là, à haute Les température. filtres à particules sur ton port là-bas, Ben, c'est pas autant le filtre que ça évite moins de particules la combustion double là, qui complètes. Ouais. élimine les particules. OK. Ouais, moi aussi, j'adore le chauffage au bois. Je ne pensais pas chauffer tous les jours, mais je le fais. Je vis sur 2 heures et demie au bord de l'eau. Je n'ai pas de voisin que je pollue directement. C'est moi que je pollue. Des fois, ça tombe sur la maison quand il n'y a pas de vent. C'est une autre histoire. Mais ben, merci au niveau de la recommandation. Moi, la question que je pose ces temps-ci, c'est parce que Martin Holliday de Green Building Advisor disait fermez pas vos thermopompes, ils vont consommer plus quand vous allez les rallumer parce que c'est plus long à devenir efficace quand elle redémarre. Puis d'autres gens m'ont dit non, ça ne veut pas dire qu'elle va consommer plus.
Mais l'autre question, c'est à -20, est-ce qu'elle va recirculer jusqu'à 20 minutes? Donc, elle va arrêter de chauffer plus longtemps Ben, pour. c'est possible, mais chaque équipement est différent. Il faut vraiment voir les spécifications du manufacturier. Mais c'est sûr, plus il fait froid, plus on a besoin de. C'est pas vrai que c'est plus il fait froid. Quand il fait très froid, l'air est très sec. Fait qu'il y a moins de givre qui va se faire sur la thermopompe. Le pire temps pour le givre qui se fait sur les thermopompes, c'est les 100% d'humidité à -2, -5, ou puis là, ben, la pression de l'air compte pour beaucoup, parce que si la pression est basse, la pression de vapeur va être plus basse. Il risque d'avoir plus d'eau dans l'air que quand la pression est haute. Fait qu'il y a, il y a- c'est pas que certainement pas que la température et ce n'est pas que la température et l'humidité. Donc, il y a des conditions qui font que ta thermopompe a besoin de dégivrer plus que d'autres. Mais quand il fait -20, c'est par exemple, là, ce matin, demain matin, faire -20, va être très, très sec. Oui, il va se former un peu de givre sur la thermopompe, mais ça ne veut pas dire qu'elle va dégivrer plus que quand il fait -2, puis qu'on a eu du verglas la veille, ou une tempête de pluie s'en vient, Ou s'il ça va neige. charger l'humidité. Aussi une neige, oui, s'il neige, puis c'est une neige humide. Mhm. Ben, le temps file. Là, il y a plein de subventions, hein, pour les thermopompes. Puis il y a un nouveau programme, Logivert d'Hydro-Québec. En fait, l'Hydro, ça fait des années qu'il subventionne les thermopompes, comme le programme Réno Climat, puis le programme fédéral Maison Plus Verte, qui semble manquer de budget ces temps-ci. Mais heureusement, Hydro-Québec, ils ont des subventions, donc à 50 le BTU. Mais on m'a fait remarquer chez Cohabitation que la liste des thermopompes admissibles, ben, il y a 3786 pages de thermopompes admissibles sur le site d'Hydro-Québec dans ce beau document. Comment est-ce qu'on va choisir cette thermopompe? Alors, ben, moi, j'ai fait confiance à deux entrepreneurs à qui je fais confiance, Denis Boursier Denis, non, excusez, chez Boursier Ventilation, c'est Jean-Sébastien Duceppe qui a installé ma drain. Et puis, Denis Boucher de Géoconsultag m'a installé une Fujitsu il y a plusieurs années, qui est peut-être en fin de vie parce qu'on me dit que ça dure 12-13 ans, mais elle est encore bonne. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que plus le COP va être élevé, plus l'appareil va coûter cher. Alors, c'est peut-être pas le meilleur choix d'aller chercher l'appareil le plus efficace. Mais toi, c'est quoi les coefficients de performance minimum que tu Mm. recommanderais aux gens? C'est Energy Star, hein, qui est le minimum exigé par Renault Climat, ces programmes-là. Ouais. Ben, tu sais, encore là, ça dépend un peu des capacités, puis de l'utilisation qu'on va en faire. On va dire Euh, qu'on est dans les Laurentides, entre autres, un climat quand même assez froid au Québec ou Chicoutimi même. Rapide comme ça, je pourrais pas te dire. Euh, il y a une analyse simple qui peut être faite. Souvent, on prend notre facture d'hydro, si on chauffe toute l'électricité, puis là, on peut assez bien évaluer le chauffage, même Hydro sur leur site Internet, quand tu vas voir ta facture, là, ils te donnent à peu près c'est quoi la quantité d'énergie de chauffage. Et puis là, ben, on peut appliquer facilement le COP dessus pour voir combien que je sauve versus le coût que ça me coûte de plus. Ça fait que si je sauve avec un COP de 3,5, je sais pas moi, 500 pièces de plus qu'avec un COP de 3,2, puis la machine me coûte 1000 pièces de plus, ben là, ça vaut la peine, ça va se payer en 2 ans. Tu sais. Eh bien, je veux juste Euh, clarifier le COP de 3,47 que j'ai, moi. C'est pas vrai que c'est tout l'hiver que je vais avoir non, 3,47. non, mais c'est parce que ça donne déjà, ce que je veux dire, c'est que ça peut te donner une idée de combien tu peux sauver. On peut aller beaucoup plus loin que ça, puis de monter des outils de calcul, puis d'utiliser les courbes de performance des équipements, puis là, de faire la vraie analyse qui va t'en donner un peu plus. C'est pas
accessible à tout le monde, mais les gens qui veulent le faire peuvent le faire parce que les données sont disponibles. D'habitude, les manufacturiers, pour leurs thermopompes, ils ont les COP à différentes températures extérieures. Puis là, bon, on peut les utiliser. On peut se faire une moyenne basée sur le nombre d'heures qu'on a ces températures-là. Puis ces données-là aussi sont disponibles. Fait que j'ai pas vraiment de réponse, surtout si tu poses la question à un ingénieur, il va vouloir juste être précis dans ses réponses. C'est pour Oh, ça qu'on dit tout le temps, ça dépend. oui, je sais, parce que Steph m'a répondu la même chose quand je demandais est-ce que je devrais l'éteindre. Ben, c'est correct, vous avez une corporation professionnelle qui vous tape dessus. Si vous faites, vous dites des. Mais si tu veux savoir, moi, ce que je fais avec ma thermopompe, j'ai une thermopompe avec deux évaporateurs dans ma maison. Puis, je ne l'éteins jamais. Je le laisse tout le temps fonctionner. Elle m'amène tout le temps de la chaleur. Un matin, -20, un matin, quand je me suis levé, elle m'amenait encore de la chaleur. Puis, je savais que cette chaleur-là était mieux que j'ai un système à l'eau chaude électrique. Moi, j'aime pas les plaintes électriques. Tu sais, quand tu parlais de champs magnétiques causés par les courants électriques, Ça grille les euh, paupières aussi, là, je- autant. c'est pas, c'est pas que mais je préfère avoir une chaleur radiante, une L'eau chaleur chaude, radiante à l'eau chaude. la santé, ben ouais. Tu parles de. Tu as dit deux évaporateurs, juste pour expliquer aux gens, ça veut dire que tu as deux diffuseurs euh, qui envoient de la chaleur à deux endroits dans ta maison. Euh, pour reprendre ce que tu viens de dire, moi, c'est pour ça, en parlant, moi, je suis un simple journaliste, il n'y a personne qui va me taper sur les doigts. Mais ce que je dis aux gens, c'est qu'en parlant à beaucoup de gens, on m'a dit que oui, quand c'est bien conçu, bien installé, bien entretenu, une thermopompe peut généralement réduire la plupart du temps les coûts de chauffage de 25 à 30 sur l'hiver complet. Puis comme tu dis, Hydro peut te donner une estimation de quel pourcentage de ta facture est consacré au chauffage. Et c'est la même chose avec l'évaluation Renault Climat. Quand on fait faire l'évaluation gratuite qui donne droit à plein de subventions fédérales provinciales. Donc, on va sur renaultclimat.qc.ca pour avoir ça. Et ce qu'on voit, c'est que c'est souvent 50 à 60 de la facture consacrée au chauffage, mais les maisons performantes, ça peut être 30-40 de la facture, comme chez nous. Et puis, bonne nouvelle, nos hivers se réchauffent. Les thermopompes vont peut-être être plus ou moins rentables par rapport à ça. Mais effectivement, ça réduit la demande de pointe aussi, même si quand il fait très froid, les thermopompes sont moins efficaces. C'est une des solutions pour réduire la demande de pointe, les thermopompes. Oui, ben, c'est parce que on, on parle beaucoup de la demande de pointe, là, la fameuse pointe, celle de demain matin, là. Je 6 sais heures pas à si 9 heures le matin, 4 heures à 8 heures l'après-midi quand il fait froid. ouais, c'est ça, mais c'est parce que ça arrive juste quelques fois dans l'année. Comme, je sais pas La si pointe t'es fine, inscrit au programme de gestion de la pointe d'Hydro-Québec, tu vas recevoir un courriel, puis le courriel va te dire, ben, est-ce que tu sais, demain, entre telle heure et telle heure, essayer de libérer de la demande. Mais cette pointe-là, c'est celle que Hydro essaie de gérer, puis je pense qu'il réussit relativement bien. La pointe qu'il ne gère pas, c'est quand il fait plus chaud. Fait qu'en réalité, nos thermopompes, ce n'est pas, c'est ça, quand il fait plus chaud, qu'ils vont avoir le plus gros effet sur le réseau. Puis de remplacer le chauffage par résistance électrique, le chauffage par plainte électrique, par des thermopompes, selon moi, c'est un incontournable pour plein de raisons. tous les. Ça cause plein de problèmes aussi. Et on rentre plus de réfrigérants dans les maisons. Ça coûte plus cher d'installation, je veux dire. Euh, mais au bout du compte, ça aide le réseau électrique, ça aide à moins produire d'énergie. Ça, et puis, ça nous amène des fois un meilleur confort parce qu'on peut l'utiliser pour climatiser. Hmm. Oui, ben, c'est clair qu'avec une enveloppe performante, puis les thermopompes, on peut réduire de 50 et plus le coût d'énergie des maisons. Tu as mentionné le réfrigérant. Est-ce que les fuites de réfrigérant, Building Green en a parlé beaucoup, entre autres, là, est-ce qu'on s'en va vers des CO2 comme réfrigérants qui ne vont pas réchauffer la planète parce qu'il y en a quand même pas mal, plus ou moins de fuites de ces réfrigérants-là qui sont des gaz à effet de serre? Bon, la question des réfrigérants dans le domaine des thermopompes et des systèmes de réfrigération en général, c'est une question qui a été beaucoup étudiée dans le cadre
au moment où est-ce qu'on s'est aperçu qu'on avait un rétrécissement de la couche d'ozone sur la planète qui allait causer de sérieux problèmes euh, aux, à tout ce qui vivait sur la planète parce que ça faisait passer plus de rayons ultraviolets. Le Euh, fameux rayon qui c'était- amincissait la couche d'ozone. Ouais. Là, on ne parlait ouais, pas de changement climatique à l'époque. non. Puis c'était pas que les réfrigérants, c'était un gaz à base de fluocarbone, donc du fluor et du carbone. Ben, c'est une molécule, là. Puis, on a essayé de l'éliminer le plus possible partout. Les réfrigérants en avaient beaucoup. On les a réduits énormément par un facteur de 100 jusqu'à 1000. Là. On a réduit énormément donc, on a, on a, on a créé des nouveaux réfrigérants. Ces réfrigérants-là, malheureusement, ont un impact sur le réchauffement climatique parce que, par exemple, si on prend 1 kilogramme de R410, qui est le réfrigérant qu'on va retrouver dans la plupart des thermopompes actuellement, Et ben, HCFC, oui, c'est un HCFC ou même un CFC, je pense. Mais ce réfrigérant-là a 1500 fois plus d'impact. Donc, 1 kilo de ce réfrigérant-là dans l'atmosphère équivaut à 1500 kilos de CO2. pour le potentiel de réchauffement. Ouais. Par contre, la quantité de CO2 qui est émise par la combustion, les véhicules automobiles, l'industrie en général, est de beaucoup supérieure à ce qu'on peut retrouver comme fuite de réfrigérant. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. C'est un problème que l'industrie s'attaque de plus en plus. D'ailleurs, à partir de 2000, janvier 2025, on n'aura plus le droit d'installer des équipements de réfrigération, de climatisation, des thermopompes qui n'ont pas un réfrigérant qui a un impact inférieur à 750 fois le, le fameux facteur dont je parlais. Là. À 1500, là, on va tomber de moitié. OK. Donc, ça, c'est déjà enclenché, puis de plus en plus, les gouvernements amènent de la réglementation. Par contre, faut le mettre en contexte. Le contexte de la combustion est beaucoup plus important sur le réchauffement climatique que les fuites de réfrigérants. Mais oui, les fuites de réfrigérants ont un problème. L'autre problème qu'on a aussi, c'est qu'on a peu de données sur les fuites réelles, globales des réfrigérants. Et ça, j'assistais à une conférence sur la décarbonation à Washington en novembre, qui avait été faite par l'ASHRAE, mais avec Architecture 2030, avec FEMA, avec d'autres organismes. Donc, le but, c'est comment on décarbonise nos bâtiments. Euh, et puis, il y avait des gens de l'EPA des États-Unis qui sont en train de faire ces recherches-là, savoir quel est le pourcentage de fuite d'un système. Une thermopompe a peut-être 500 grammes de réfrigérant, peut-être 1 kilo s'il y a beaucoup de tuyauterie. Puis, il y a des chiffres qui circulent entre 1% et 15% de fuite. Ça fait que, tu sais, on ne sait pas encore. J'ai vu, ouais. C'est rare que ça Ben, soit 100% hein, après 10 ans. ben 5%, ça serait, je veux dire, Ça marche plus. ça veut dire, par exemple, ta thermopompe, si elle perdait 10% par année de réfrigérant, quand tu es rendu à 50% de réfrigérant, elle ne fonctionne plus. Ouais. Donc, si Ça ça fait voudrait dire qu'après 5 ans, il y a un problème. Puis, j'entends pas parler beaucoup de ça. les Tu sais, consommateurs. puis, ça fait que, tu sais, c'est des situations. C'est pour ça que on a besoin que la recherche aille un peu plus loin là-dedans pour mieux comprendre. Mais effectivement, la réglementation fait qu'il y a des équipements qu'on va trouver. Tu sais, l'industrie s'adapte et on va avoir des Donc, le équipements. potentiel de réchauffement climatique des fuites de gaz, on ne s'inquiète pas trop de ça. Je veux souligner que le fréon, c'était plus le chlore hein, qui mangeait la couche d'ozone, qui l'amincissait. Et l'autre chose qui est importante, c'est ça, c'est que la pointe, elle risque d'augmenter, même si nos hivers semblent se réchauffer, avec la demande d'électricité phénoménale au Québec. On veut aider à décarboner
la Nouvelle-Angleterre. Hydro avait des surplus, puis là, ils sont en train de paniquer parce qu'ils disent qu'ils doivent augmenter de 50 ou 100 la production d'électricité. Et donc, si Hydro produit manque de jus comme on prévoit en 2028, c'est ça qu'il y a des parcs éoliens qui s'en viennent au plus vite, on va importer davantage d'électricité d'autres provinces et de la Nouvelle-Angleterre où cette électricité-là est produite avec des centrales au charbon, au gaz, mazout, diesel, qui contribuent au changement climatique. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment urgent d'améliorer l'efficacité énergétique et d'aller vers des thermopompes, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il faut améliorer l'efficacité énergétique pour plein de raisons. La question de l'alimentation, de l'alimentation électrique, de la production électrique, c'est quelque chose qui est immensément politique. Premièrement, Hydro-Québec nous disent pas quelle est leur vraie capacité de production. Puis, ce qu'on entend, c'est que le gouvernement nous dit qu'ils vont avoir de la misère à arriver. Hydro-Québec son langage est souvent plus nuancé. Deuxièmement, la production d'électricité, elle peut se faire de plein de façons. Aux États-Unis, il y a plusieurs États que plus de 40 de leur production électrique vient du renouvelable. C'est quand on dit aux États-Unis, leur production électrique a beaucoup de carbone, c'est de moins en moins vrai. Oui. Les États comme le Texas, plus de 40 de leur production On n'achète vient pas du d'énergie total. renouvelable. En hiver, on achète de la Nouvelle-Angleterre. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein de façons de produire de l'électricité, puis il y en a une qui semble en dehors du radar d'Hydro-Québec, qui est la production photovoltaïque Ouais. des petits producteurs. Quand je dis petits producteurs, c'est tous les toits de commerce, Ouais. les toits plats qu'on retrouve un peu partout. Puis il y en a des études qui ont été faites qui ont démontré que le Canada pourrait se venir à 25 de sa demande électrique Puis il vient de en sortir la semaine installant passée. Ouais. des. Ouais. Fait que, tu sais, Les chercheurs de Cannes c'est- ont dit ça, de Ressources naturelles Canada la semaine passée. donc, c'est très politisé parce que pour un gouvernement, de faire des gros projets d'éolien, des gros projets de barrage, c'est politiquement gagnant. Puis on a un gouvernement qui est très orienté gros projet. Puis pour Hydro-Québec, c'est une épine dans le pied d'avoir des petits producteurs, pas autant comme toi puis moi sur notre maison, Ça a été comme mais ça pendant longtemps, je vais t'arrêter, parce qu'ils viennent de dire qu'ils veulent 125 000 petits producteurs, autoproducteurs de ben, photovoltaïque. il va falloir qu'ils changent leur tarification pour qu'on puisse le faire. Ils Parce ont que là, fait le problème, c'est que la après tarification ne la. nous permettait pas de le faire. Ouais, mais c'est Dave Le- on- Raymond, le VP d'Hydro à la ouais, planification, qui m'a dit au tournant de la décennie, il voudrait 125 000 autoproducteurs. Donc, ils n'ont pas lancé le programme encore, mais j'ai hâte de voir à ce niveau-là. ben oui, parce que, je veux dire, demain matin, je changerais la tarification, puis on aurait énormément de projets qui se feraient. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent, ils veulent faire ces projets-là. Puis souvent, la seule raison pourquoi ils ne le font pas, c'est il manque cette tarification-là qui leur permettrait de revendre l'électricité qu'ils produisent en trop à Hydro-Québec pour Oui, rentabiliser leur projet. ils l'ont déjà en créditant un pour un, mais toi, tu aimerais qu'ils donnent plus que Non, 10. non, non, ils l'ont pas. Ils l'ont pour un seulement que pour les 50 kilowatts et moins. Oui. Moi, je parle des 50 kilowatts et plus. Parce qu'un 50 kilowatts et moins n'a pas les moyens d'investir. Les 50 kilowatts et plus ont les moyens d'investir. Donc là, tu Tu sais? parles de fermes comme en Ontario, des grosses productions, là, 50. Non, non, je parle de 150 kilowatts sur un toit, là, comme on a fait chez Lemay, comme on a fait au Local 144. C'est pas sur une Euh, maison, là, 150 kilowatts, c'est gros quand même. c'est ça. Je parle. Le programme est déjà là pour les maisons, mais les maisons, c'est c'est pas le même, c'est pas la même économie qu'une entreprise. Puis une entreprise peut dire, ben moi, je vais investir 100 000 200 000 500 000 pour produire, et je m'attends à un retour sur mon investissement de 10-15. Puis pour arriver à ça, ça ne demande pas beaucoup. Ça demande un rachat par hydro, puis une, au niveau de leur réglementation, parce que quand tu fais ça, tu as une réglementation à suivre chez Hydro-Québec qui coûte assez cher
à suivre. Puis là, ben, il faudrait relâcher ou trouver des moyens d'aider ces gens-là. Ça fait que si la minute qu'Hydro-Québec euh, permet, veut intégrer de l'autoproduction de plus de 50 kilowatts, changer la tarification, puis de regarder c'est quoi les freins, puis de venir aider ces freins-là. Puis je suis convaincu que, puis ça a été démontré par plein de gens, là, que leur problème de, de production supplémentaire se réglerait plus vite. Un. Deux, ça coûterait beaucoup moins cher parce que l'investissement viendrait du privé, non du public. Et trois, on rapproche la production de l'utilisation. Et le plus gros risque qu'on a avec notre système de production électrique, c'est la distribution. Parce qu'il y a des millions de kilomètres de fils qui sont soumis aux intempéries. Fait que plus tu es loin de ta distribution, plus tu as besoin de ces fils-là. Puis si jamais il y a un problème de verglas ou whatever, ben, le système est affaibli. Oui, c'est ça, au niveau, ça va prendre la résilience. Mais ils font déjà des tests, comme tu sais, à Lac-Mégantic avec le micro-réseau. Je ne sais pas, ils ont combien de kilowatts, mais je suis d'accord avec toi, ça va prendre des programmes d'autoproduction de plus de 50 000 watts de PV par système, là, ce qui n'existe pas en ce moment. J'aimerais te présenter Tim Schutley. Je ne sais pas si tu as vu, tu étais, merci d'avoir participé à notre événement de conférence à la Foire Écosphère au mois de mars. Tim Schutley est un pionnier de la domotique qui écrit beaucoup qui est au Colorado, euh, qui, euh, qui a parlé justement de l'énergie solaire décentralisée. C'est vraiment ça l'avenir partout dans le monde, hein. Ben, c'est parce que l'avenir est déjà là ailleurs. Puis ça, c'est un peu des choses qui me dérangent un peu. En Californie, ils sont là, ils ont un problème de gestion de cette production-là. Ils en ont tellement qu'ils sont obligés, les périodes, à un moment donné dans la journée, quand il fait très soleil, ils sont obligés de couper la production d'énergie renouvelable parce qu'ils en ont trop. Tu sais, c'est un peu, c'est un beau problème parce que là, ils peuvent le repasser à d'autres réseaux. Puis en tout cas, il y a des choses qui s'en viennent, l'accumuler, je ne sais trop. Mais on est au Canada, ben, selon la fameuse étude de Calmette que tu as certainement lu, tu sais, l'Alberta, 130 fois plus qu'au Québec. On s'entend-tu que de, c'est pas la province vers où on se retournerait pour l'énergie renouvelable, mais c'est un des plus gros producteurs d'énergie renouvelable au Canada. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis que ce n'est que politique. ben, c'est parce Parce que que non, enlève les freins, ouais, les gens, ils vont le faire. parce que pendant longtemps, ils disaient on est propre, propre, propre. C'est la même chose avec la cotation énergétique des petites maisons. On m'a répondu à l'agence ou à Cotation énergétique Québec. On a porté ça au calendrier parce qu'il y a très peu de gens qui chauffent au gaz et au mazout dans le petit résidentiel. Oui, mais la pointe, elle, répondent des gens comme Jean-Pierre Finet. Ils ont commis des erreurs énormes. Écoute, le temps file, on a presque notre heure de fini, Martin. J'apprécie énormément de te parler. Je veux juste revenir sur les îlots de chaleur. On critique les thermopompes parce qu'elles sortent la chaleur des bâtiments pour la ressortir sur la rue, puis on crée des îlots de chaleur. C'est pas la faute des thermopompes parce que c'est pas la faute d'avoir trop de vitrage orienté au soleil. Ben, On va- premièrement, faut bien définir l'îlot de chaleur, là. Le- 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 la chaleur produite autour d'un bâtiment n'aura pas tendance à rester autour du bâtiment. Premièrement, l'effet de convection, là, l'air chaud, l'air chaud, elle va s'en aller vers le ciel, elle va monter. L'eau de chaleur est plus produit par le soleil qui frappe sur des surfaces qui absorbent la chaleur. Donc, je pense que le problème de l'eau de chaleur est plus à régler en ayant des surfaces qui sont moins absorbantes de rayonnement solaire, Moins foncé. moins foncées, plus végétalisées. Tu sais, il y a plein de solutions. Euh, Puis là, la question de fenestration. On reste dans un pays, dans un climat nordique qui a besoin de chauffage, même si les changements climatiques font qu'on en a moins besoin, on en a toujours le besoin. Une façade orientée sud avec la fenestration va toujours aider l'énergie du bâtiment. Là, la dimension de ça a d'autres
impact important, oui, le surchauffage, mais quand on parle du résidentiel, il s'agit juste de bien concevoir pour avoir une bonne ventilation, pour que ça ne surchauffe pas, et d'avoir des pare-soleils pour venir couper le soleil en plein été. Et puis, c'est assez simple, un pare-soleil dans une maison, c'est juste un débord de toit qui n'a pas besoin d'être très long, et puis ça se calcule assez bien. Ça peut être un débord de toit, puis ça peut être des pare-soleils aussi extérieurs. Puis bon, finalement, à la fin, peut-être des stars intérieurs réfléchissants qui vont réfléchir peut-être 25-30 du soleil. Mais tu sais, c'est des. Je pense que c'est une question de conception, de mieux concevoir nos bâtiments. Euh, mais puis la fenestration côté sud, c'est c'est quelque chose qui devrait être bien compris des constructeurs, des architectes pour s'en servir plutôt que de causer des problèmes avec. Le problème, c'est les énormes façades au nord ou à l'ouest. Au nord, on va geler, à l'ouest, on va surchauffer 3, 4 saisons par année. Encore là, c'est ça, c'est que des pare-soleils côté ouest, c'est plus difficile à concevoir, quoi qu'il y a des façons de le faire. Les Puis, arbres, oui, puis des arbres, définitivement. Donc, tu sais, il y a différents aspects à ça, mais je suis pas, faut surtout pas construire des maisons pas de fenêtres parce que c'est un peu ça qui est notre contact avec l'extérieur. Quand je dis la nature, c'est pas nécessairement la nature, c'est l'extérieur, le ciel. Donc, il faut continuer à en mettre. puis là, il y a des modes à mettre les fenêtres mur à mur, plancher au plafond, où on a de l'inconfort plusieurs journées. Ah oui, mais ça, c'est clair que faut faire une analyse de ce qu'on fait avant de le faire pour bien comprendre ce qu'on fait. Ça, c'est pour les constructeurs qui construisent beaucoup. C'est un autoconstructeur, je sais que c'est un peu plus compliqué, mais il y a c'est ça, je pense à écohabitation, je pense tu sais, il y en a qui se spécialisent à accompagner les autoconstructeurs. Je pense qu'ils peuvent faire affaire avec ces gens-là. Lire ton magazine, Ben, déjà, là. je te parlais de Diane Bastien chez Alta Coop, il y a une coopérative d'ingénieurs qui font ces calculs-là. Puis, je veux mentionner l'étude de Parec et Proscu pour Ressources naturelles Canada sur l'optimisation des maisons net zéro. Il disait qu'on ne devrait pas dépasser 6 à 8 de pourcentage du vitrage au sud par rapport au pied carré de chauffage de la maison. Sinon, c'est à partir au-delà de 6-8 qu'on a besoin de masse pour éviter les surchauffes. Il y a des gens qui ouvrent leurs fenêtres en plein hiver parce qu'ils crèvent à 27-28 à cause du soleil. Donc, les études, les outils sont là pour ça. Mais pour répondre juste revenir, est-ce que les thermopompes sont responsables, sont une des causes des îlots de chaleur en été? Ben non, comme je te dis, selon moi, non. À moins que des études viennent confirmer, me montrer le contraire, là. Selon moi, non. Les îlots de chaleur, c'est le rayonnement solaire qui est la principale cause. C'est ça. Parce que c'est une des choses qu'on voyait dans des articles de Radio-Canada, je pense, entre autres. Alors, Martin Roy de Martin Roy et Associés, on va inviter les gens à visiter votre site Web. Est-ce que vous travaillez juste dans les grands bâtiments? Ça nous est arrivé de faire du résidentiel. Euh, faut comprendre d'engager un ingénieur pour travailler sur des systèmes dans les résidences, ça a un coût. Est-ce que, euh, est-ce que c'est je dis pas que c'est une bonne chose, selon moi, ça fait travailler les ingénieurs, mais faut penser quand même qu'il y a un coût à ça, là, on le fait pour des grosses maisons, des maisons plus chères, là. C'est des architectes qui nous appelaient parce que l'architecte avait un client qui voulait, puis on le fait aussi pour des maisons passives parce que là, il y a plus de détails, puis d'analyse, puis de calcul à faire. Euh, mais on fait surtout des plus grands bâtiments, des plus gros bâtiments résidentiels, mais on fait de tout. Chez Ben, c'est vraiment un plaisir de parler parce que je veux te féliciter. Je pense que tu étais notre premier fellow lead en génie climatique au Québec, au Canada. Ouais, ouais. Mhm.
Puis tu as un projet, il va falloir donc que tu vas devenir promoteur immobilier. On va parler de ça la prochaine fois. Tu as des terrains à Saint-Adèle, c'est ça? Oui, oui. Je pourrais te présenter ça quand je vais être assez avancé avec la ville. OK. On attend tes nouvelles là-dessus. Ça Un marche. plaisir de te parler, Martin. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Salut, à la prochaine. Et bye. Bye.